Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Otto pour le décryptage quotidien de l'actualité à travers Equinox Soir. La Cour pénale internationale CPI en abrégé se prononcera demain mardi 15 janvier 2019 sur la demande d'acquittement ou de mise en liberté provisoire de l'ancien président de la Côte d'Ivoire, Laurent Koudou Gbagbo, jugé et incarcéré à La Haye depuis 7 ans pour crimes contre l'humanité. Laurent Gbagbo, 73 ans, est le premier chef d'État à avoir été remis à la Cour. Il est jugé pour des crimes commis pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui a fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Tout comme Charles Blé Goudé, l'ex-leader estudiantin devenu chef des jeunes patriotes, Laurent Koudou Gbagbo est accusé de meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Tous deux ont plaidé non coupables. Les avocats ont déposé une demande distincte demandant la libération sous caution si le procès devait se poursuivre. Lors d'une audience sur cette demande en décembre dernier, ils ont argué que l'ancien président âgé et fragile ne poserait aucun risque de fuite. Acquittement ou mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo, la CPI se prononce demain. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Acquittement ou mise en liberté provisoire de Laurent Koudou Gbagbo, la CPI se prononce demain. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Casimir Désiré Tanier. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les autres panélistes. Vous allez me permettre d'adresser des condoléances, une fois n'est pas coutume, à toute la population des hauts plateaux qui vient de perdre d'une manière un peu extraordinaire le préfet des hauts plateaux. Vous savez que le haut plateau qui a pour chef-lieu Baham est non loin de mon village Banjoun. Donc je leur adresse des condoléances nourries. Voilà, vous êtes journaliste d'investigation. Et directeur de publication du Jeune Enquêteur. Le Jeune Enquêteur. Vous avez beaucoup enquêté sur la Côte d'Ivoire? Je crois que nous allons débattre tout à l'heure, on le saura bientôt. Ok, en face de vous, Mbombo Yebga, bonsoir. Bonsoir Serge Alain et bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Et surtout que c'est un privilège d'être invité là aujourd'hui quand on a consacré cette émission comme étant la meilleure des émissions de son genre. Donc si on est invité à cette émission, je crois que c'est un privilège. Voilà, nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau une fois de plus. Merci Mbombo. Oui. Vous êtes le président du Maniden. C'est bien cela. Voilà, en face de vous, Begani Abeke. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain Serge Otto. Très enchanté d'être là cet après-midi. Une fois de plus. Oui. Je crois que la deuxième fois ne sera pas la dernière. Du tout. J'en profite pour adresser mes vœux les meilleurs à vos téléspectateurs et aux copanélistes. Voilà. Merci. Vous êtes acteur de la société civile. Bon, sur ce plateau également, c'est Maître Joseph-Claude Depilika. Bonsoir, Maître. Oui, bonsoir. Ouais. Je crois que mes prédécesseurs ont parlé on parle des vœux. Oui. Je voudrais pouvoir les présenter également à tous vos téléspectateurs. Vous féliciter également pour la qualité de votre émission et pour le prix que vous venez de remporter. S'agissant de condoléances, je ne peux pas ne pas présenter les condoléances à M. Jean Foumanakam, qui est actuellement membre du Conseil constitutionnel, mais qui a été notre chancelier de l'Université de Yaoundé, à l'époque où nous étions étudiants, avant de devenir ministre de l'administration territoriale et par la suite donc de devenir conseiller à la présidence. Conseiller juridique à la présidence. C'est une sommité de la justice qui s'en va comme ça, et je pense que nous tous qui sommes membres du corps judiciaire, nous devons lui présenter, nous devons, comment je peux dire ça, présenter les condoléances, lui dire merci pour tout ce qu'il aura fait pour la justice. Il est vrai que nul n'est parfait, il y a des récriminations qu'on a pu lire ici et là, mais je pense que pour l'avoir, peut-être pas totalement côtoyé, mais pour l'avoir connu dans plusieurs
partie de sa vie comme chancelier de l'université de Yaoundé. Il était distant des étudiants? Pas distant du tout. Oui. Pas distant du tout. Et moi, je pense que lorsque quelqu'un meurt, quel que soit ce qu'il aura fait, il mérite des hommages. Et non ce que j'ai pu lire dans les réseaux sociaux. Ok. Bon, maître, je commence avec vous, parce qu'on reste là dans le domaine de la justice. Bon, c'est depuis janvier 2016 que Laurent Gbagbo est jugé, hein, parce qu'il avait été transféré 5 ans avant, il faut le dire, en 2011. Mais en octobre 2018, ses avocats ont demandé un non-lieu total, hein, estimant insuffisants les éléments de l'accusation. On parlait de les éléments de l'accusation pour prouver en fait les charges qui pesaient sur lui. Oui. Selon vous, à quoi devrait-on s'attendre demain? L'audience commence demain à 11h. Un acquittement ou liberté provisoire? Il y a deux hypothèses. La première, c'est la liberté provisoire. Oui. Cette liberté provisoire est conditionnée notamment par le fait qu'il y a un pays d'accueil qui doit pouvoir accepter l'accueillir ou accueillir les deux. On parle de plus en plus de la Belgique. Hein, oui, la Belgique. Parce que en fait, on souhaite que ce soit un pays qui soit proche de l'Hollande, de la Hollande, donc de la CPI, pour que le transfert soit plus facile, c'est-à-dire la comparution soit plus facile. Donc s'il arrive, donc on considère qu'il y a encore il y a quand même des éléments qui permettent que le procès puisse continuer, mais compte tenu d'un certain nombre de paramètres, dont notamment le temps qu'il a mis en prison, son âge également, et le fait que pratiquement l'enquête est bouclée et qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter de sa non-comparution, on peut donc estimer qu'il n'y a pas de raison qu'il continue à rester en prison en attendant que son procès puisse avoir effectivement lieu, c'est-à-dire jusqu'au bout. Alors, la deuxième hypothèse, c'est celle de l'acquittement. On considère que, oui, après l'examen des preuves, après avoir entendu tous ces témoins, je crois qu'il y a eu plus de 80, tout ce monde-là, on se rend compte qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments qui permettent que l'affaire puisse être poursuivie et on l'acquitte. Et là, ça pose un petit problème pour Gbagbo, que l'autre n'a pas, que Blaise Goudé n'a pas. C'est que le président Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Au niveau de la Côte d'Ivoire, parce qu'il avait, dans le cadre de, entre guillemets, braquage de la banque, de la banque centrale, et il avait été condamné à 20 ans de prison. Cette condamnation n'a pas encore été levée. Je pense donc qu'il n'est pas exclu que si jamais on le libère aujourd'hui, qu'il n'aille pas directement en Côte d'Ivoire, tant que tant qu'on ne va pas régler ce problème de sa condamnation. Donc, voilà dans les deux hypothèses. Première hypothèse, liberté provisoire, il reste probablement en Europe, en Belgique, mais il faut noter, et je me rappelle, j'étais sur notre plateau, on parle de ça lorsque, en décembre dernier, les conditions qui étaient données n'étaient pas du tout bonnes. Il était question qu'on lui mette un collier. Oui, permettez-moi de lire les conditions strictes pour Gbagbo. On va lire pour Blaise Goudé après. Résider dans un pays signataire du statut de Rome et respectant ses principes. Se présenter de manière hebdomadaire devant les autorités, porter un bracelet électronique avec un GPS et ne pas être autorisé à quitter sa résidence territoriale, faire dépôt d'une caution de garantie auprès de la Cour. Ça, c'est pour Laurent Gbagbo. Vous, ce qui vous gêne, c'est le bracelet. Pas que ça. Je veux dire qu'en réalité, Gbagbo, c'est pas le bandit lambda. Donc c'est un président de la République. C'est quelqu'un dont on sait qu'il peut aller. Je veux dire, Gbagbo ne peut pas aujourd'hui partir, par exemple, de la Belgique ou bien de la Haye pour aller se cacher dans un pays sans qu'on ne puisse savoir qu'il est parti, ou bien sans qu'on puisse aller le chercher là-bas. Donc je dis, les conditions qu'on donne, bracelet, présentation tous les jours, par semaine, etc., ça blesse l'honneur de cet homme. Et ça blesse l'honneur des Africains, ce qui me semble. Qu'un criminel né, qu'un bandit, qu'un braqueur puisse être condamné, puisse avoir une liberté provisoire sous certaines conditions, on comprendrait. Mais qu'une personnalité comme celle-là puisse, pour moi, c'est une humiliation. Casimir Désiré Tanier, pas de preuves suffisantes pour que le procès se continue? Dans tous les cas, nous avons suivi tout ce Il peut être acquitté demain, Gbagbo? Pourquoi pas? Pourquoi pas, surtout lorsqu'on a suivi le déroulement du procès avec toutes les personnes qui ont été convoquées, même ceux qui étaient convoqués pour déposer à charge contre Laurent Gbagbo, n'ont pas trouvé suffisamment de matière à le maintenir en prison.
ils ont pratiquement fait un blablabla qui n'aboutissait à rien, sans preuve, sans rien. Et puis, moi, je suis toujours en train de me poser la question de savoir pourquoi Laurent Gbagbo. Pourquoi et pas les autres. Et pas les autres. Le seul qui a fait la guerre. Lorsqu'on a fait une guerre, on ne fait pas la guerre tout seul. On fait la guerre avec des adversaires. Pourquoi est-ce que c'est seulement le Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo qui sont allés à la CPI? Ça, c'est la première question que je me pose. La deuxième question que je voudrais me poser est celle de savoir pourquoi la CPI s'intéresse toujours aux Africains. Est-ce que les crimes contre l'humanité, qui est la spécialité de la CPI, ne se passent qu'en Afrique, lorsque nous savons ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays, en Syrie, au Liban et tous les autres pays? Lorsque nous savons ce qui se passe ailleurs, pourquoi ce n'est que les Africains qui sont face de là à poser le problème de la crédibilité même de cette CPI? Il y a un pas que moi je ne veux pas ne pas franchir. Donc moi je dis, il y a des États qui n'ont pas ratifié le statut de l'ONU. Oui, et puis même, il y a des États qui... La Côte d'Ivoire a signé ce traité le 30 novembre 1998. Mais n'oublions pas également qu'il y a des pays qui sont... Ça, c'est sous Henri Konan Bédié. N'oublions pas qu'il y a également des pays qui, bien que ayant ratifié tous ces traités dont vous parlez, sont en train de vouloir... Oui, on est d'accord. De vouloir quitter la CPI parce qu'ils trouvent que la CPI, c'est tout simplement un machin. Maintenant, pour revenir au camp Laurent Gbagbo, lorsque vous avez suivi sa déposition, je crois que Maître Biliga est mieux placé pour nous en parler, lorsque vous avez suivi sa déposition, lorsque vous avez suivi la déposition de Charles Blé Goudé, vous comprenez aisément que la place de Laurent Gbagbo n'est plus en prison. Et maintenant qu'on veut le soumettre peut-être à une liberté provisoire sous condition, avec des bracelets comme si c'était un vulgaire bandit, avec des conditions drastiques, je me demande bien où est-ce qu'on veut aller. Je me demande bien si nos chefs d'État méritent cela. Maître Biliga a parlé tout à l'heure de l'humiliation de toute l'Afrique. Moi, je souscris entièrement à cette thèse-là. Et je crois qu'il faudrait que les chefs d'État africains, que les gouvernements africains prennent leurs responsabilités en main pour dénoncer de vive voix ce qui se passe à la CPI. Parce que finalement, on se rend compte que la CPI a été créée uniquement pour l'Afrique. Monsieur B, 7 ans, il a passé 7 ans déjà, et comme on l'a dit, en face, il y a véritable, on n'a pas jugé, entre guillemets, l'autre camp. On s'attend à un acquittement? Pour ma part, il a assez purgé sa peine? C'est suffisant. Pour ma part, c'est la France, à travers la CPI, a voulu récompenser quelqu'un qui était à leur service à l'époque du père, oui, qui aurait pu quitter la scène sans avoir été au sommet de l'État. Parce que sinon les deux parties au conflit auraient comparu. Quitte à ce que, mais pour moi, il s'agissait de laisser à Ouattara la liberté de gérer le pays. Maintenant, devenait gênant? Oui, oui, tout à fait. Il n'aurait pas pu administrer ce pays, Gbagbo étant dehors. Il y aurait eu 2-3 ans plus tard quelque chose qui se passerait. Pour ma part, les conditions... De manière démocratique, cela s'entend? Il y aurait eu des blocages, peut-être... les militaires de la faction de Gbagbo auraient réagi, ou alors des élections, il y aurait eu blocage et on pouvait passer aux élections anticipées, etc., etc. De toutes les façons, tout ce que moi j'ai appelé la cour de peine injustifiée, CPI. Oui, oui, c'est pour permettre à Ouattara de gérer librement. Les conditions qui sont avancées là, bracelets, etc., etc., c'est juste pour faire semblant. En réalité, la libération de Gbagbo libère la CPI de son embarras. Oui. Il n'y a jamais eu de commencement. Vous dites que la CPI s'est trompée, entre guillemets? Tout à fait. Il n'y a pas eu commencement de preuve, oui, de charge. Il n'aurait pas laissé.
pour ma part, c'est une honte. Et les pays qui ont organisé la Cour pénale internationale ou la Cour de peine injustifiée, ils ont voulu reprendre ce qu'ils ont accordé aux États après les indépendances. Les républiques, les États devenant des républiques qui gèrent la souveraineté des civils qui leur délèvent par voie de vote, ils ont créé un machin pour essayer d'enlever aux États la souveraineté qu'ils tiennent des populations qui leur transmettent ça lors de vote. Okay. Donc pour moi, c'est ça le machin. Bamba Diepga, il parle d'un machin, mais on sait quand même qu'il faut... Il y a l'impunité, il y a des crimes à gauche et à droite. Ce n'est pas parce que, comme disait Casimir Désiré Tagny, tout le monde n'est pas passé à ces pays qu'on doit laisser faire. Bien. Il y a des crimes quand même qu'on doit amener à la CPI. C'est vrai, il y a les crimes qu'on doit amener à la CPI. Et tout d'abord, je vais parler de la date du 15 janvier 2019, c'est-à-dire demain, et 15 janvier 1971. 71. Quelle coïncidence. Ça fera 48 ans exactement qu'on avait tué camarade Émile, Wanji Ernest, et à Bafoussam, c'est bien cela. Alors si par hasard, par coïncidence, Laurent Gbagbo est libre le 15 janvier aussi, ce sera une bonne date pour nous qui avions défendu Laurent Gbagbo en 2011. Oui, nous qui l'avons défendu, ça nous fera encore une date de plus pour que ce soit bien. Bon, juste une petite... vous le défendiez, pourquoi? Parce que vous pensez qu'il avait gagné l'élection? Oui, nous pensions que, ils sont rares, ces présidents africains qui disent non aux Occidentaux. Et souvenez-vous des accords de Makoutsi. Et moi, je pense même que c'est un autre élément pour montrer aux autres présidents, chefs d'État africains, que quand tu es têtu, voilà comment on va te traiter. Donc c'est un message. Vous vous appuyez sur les accords de Makoutsi? Oui, mais j'ai vu à Makoutsi, mais lorsqu'il est descendu à l'avion à Abidjan, il a dit non. Il a pris le même bic et il a dit non. C'est que le bic que j'ai utilisé là-bas, j'ai dit non. Et puis il n'a pas respecté les accords de Makoutsi. Et ça, c'est resté à travers la gorge des Occidentaux. Et quand ils ont trouvé une faille, mais je pense que c'est pour cela qu'on va le trimballer. Pour ceux qui ont lu les bandes dessinées, il y a Zembla qui avait un petit bonhomme qu'on appelait Yéyé. Yéyé de Zembla, tant qu'on ne l'a pas enterré, il pouvait toujours se ressusciter. Donc, Gbagbo est considéré comme ce Yéyé de Zembla. Ah, le Yéyé de Zembla? Oui, on a peur de lui même quand il est mort. C'est pour cette raison qu'il doit être avec les bracelets partout. On doit le voir toutes les semaines. La justice n'invente pas ça avec Gbagbo. Hein, non, la justice n'invente pas ça, mais on applique pour Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Donc moi, je pense que, pour ma part, il y a... Comme on l'a dit, il n'était pas le seul à combattre. Mais pourquoi on s'acharne seul sur Gbagbo? Mais parce qu'il fait peur. Si Gbagbo est libre, Gbagbo va changer la situation de la Côte d'Ivoire. Le système politique va se renverser en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il faut qu'on le maintienne pour qu'il ne bouge pas en réalité. C'est ça la vérité. Voilà. Maître Bilega, on a parlé de... La défense a parlé de la déformation de l'histoire. Dans ce procès, ils disent que les procureurs avaient déformé les faits concernant les violences en Côte d'Ivoire. Moi, vous savez, tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que je ne suis pas totalement d'accord avec mes co-panélistes. Oui. C'est normal, il faut... Je n'ai jamais pensé que Gbagbo a été traité, entraîné, traduit totais à tort. Il y a eu des faits en Côte d'Ivoire. On ne pourrait pas dire... Non, on ne nie pas. Laisse-moi continuer. Oui, effectivement, le seul problème, c'est que pourquoi seulement lui? Oui. Alors, lorsque j'entends certains parler, ils disent non, il n'a rien fait, c'est pas sur ce plateau, il n'a rien fait, c'est pour rien, on l'a fait pour éviter que... non, c'est pas ça. Il y a eu des faits qui ont eu lieu, il y a eu des victimes. Ces victimes doivent être
doivent voir leurs droits préservés. Vous verrez bien que même lorsque doivent être réparés, lorsque on a voulu en décembre dernier, il y a eu quand même un camp des victimes qui n'étaient pas totalement d'accord. Donc il y aura toujours des personnes qui ne sont pas forcément des pro-Ouattara qui vont vous me laisser terminer. Oui, oui, vous y allez. Je voudrais que vous répondiez à ça. Pourquoi donc il est si difficile d'établir des preuves? C'est vous qui dites qu'il est si difficile d'établir les preuves. Vous savez, moi, en tant que juriste, en tant qu'avocat, je suis vraiment prudent. Je ne suis pas en possession du dossier. Vous non plus. Vous vous fondez sur les déclarations des journalistes, de certaines personnes. Donc, il y a des gens qui ont été formés pour lire le droit, qui ont les éléments qui leur permettent, par exemple, de dire que cette personne doit comparaître devant un tribunal et tel autre pas. Moi, la chose que je dis quand même, c'est que dans toute hypothèse, et on ne pourrait pas demander au président Gbagbo de croiser les bras, de ne pas défendre son pays, il était au pouvoir. Et que pour cette raison, lorsque les Soro également viennent prendre les armes, il aurait fallu que dans le camp de Soro et de Ouattara également, qu'on puisse envoyer des gens, des Komzom qu'on a pu voir sur le terrain, également être poursuivis. Et la CPI a dit qu'elle le faisait. Malheureusement, ça traîne énormément. Mais quant à vouloir dire que chaque fois que Gbagbo n'a rien fait, il est blanc comme neige, je dis non. Nous avons suivi la présence de Gbagbo, la présence de Gbagbo. Il y a eu des scandales pendant ce temps-là. Le président Gay, dont le corps est resté pendant des années à la mort. C'est quand même une réalité. Vous ne pouvez pas évacuer ça d'une manière simple. Il est mort à la suite du coup la tentative. Et vous savez dans quelles circonstances c'est parti? Le 19 septembre 2002. Lui et sa femme Doudou. Vous savez comment ça s'est passé. Donc je veux dire que la seule chose, il faut également noter une chose. Même si demain on a quitté le président Gbagbo pour des crimes, pour le fait de crimes contre l'humanité, ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a rien fait. C'est pas vous me comprenez. On peut même ne pas apporter les preuves des faits alors qu'ils existent. Parce que soit le témoin, d'une manière, ont eu à se rétracter par peur ou parce qu'ils ont estimé que c'est peut-être injuste que ce soit un seul camp qui soit poursuivi, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas forcément de preuves. Parce que les preuves, tout le monde les a vécues. Hein. On a vécu quand même ce qu'on appelle l'escadron de la mort en Côte d'Ivoire pendant une période. On a vu cette filière avec le journaliste canadien qui est mort dans l'histoire du cacao, comment ça s'appelle encore, la Keffer. Moi, j'ai fait des écrits sur André Keffer. On a eu le scandale de Pobo Kaola. Il y a quand même des faits en fait qui permettent des trucs. Et moi cette histoire, excusez-moi, peut-être que je m'arrêterai peut-être là maintenant, cette histoire de toujours penser que le président Gbagbo a toujours été un panafricaniste qui n'a pas, qui a voulu ne pas préserver les intérêts de la France n'est pas totalement vrai. Quand vous voyez la communication du président Gbagbo lors des élections, c'est pas le cabinet africain qui était ses communicateurs, c'était les Blancs. Ses avocats, ce sont des Blancs. Et Bolloré, il a signé la convention avec lui pendant qu'il était là. Donc je veux dire qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que c'était la personne qui s'est rebellée contre les Blancs. C'est pour cette raison qu'il a attaqué. On a quelqu'un qui s'est rebellé contre les Blancs. Le président du Rwanda. Vous connaissez le Rwanda? Oui. Est-ce qu'on l'a tué, on a fait quoi de lui? On l'a mis en prison? Mais non. Moi je dis, ne justifions pas des actes de nos présidents tout simplement sur le prisme de l'anticolonialisme, l'anti-impérialisme, etc. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ça c'est très facile comme excuse à mon avis. Oui, maître, je ne dis pas. Je connais le problème, j'ai suivi le problème des produits chimiques. J'ai suivi, on a dévalisé la banque centrale, je ne doute pas de cela, mais je parle de l'impartialité de la CPI. Là, nous sommes d'accord. Là, nous sommes entièrement d'accord. Oui. Nous sommes d'accord. Rapidement. Non, je voulais rebondir justement sur cet aspect d'impartialité. Nous voulons une justice juste pour tout le monde. Pas une justice pour certains et pas pour les autres. Nous n'avons jamais dit que Laurent Gbagbo n'a rien fait. Mais nous disons qu'il y a eu une guerre civile en Côte d'Ivoire. On ne fait pas la guerre étant seul. D'accord. Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, s'il te plaît, avait des adversaires comme les Guillaume Soro et Ouattara, qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui n'ont pas de problème. Tout à l'heure, Maître Biliga a semblé dire que même si Laurent Gbagbo était acquitté,
ou libéré, il ne pourrait pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a encore les 20 ans de prison qui pèsent sur lui, ce qui est tout à fait vrai. Mais n'oublions pas également que son épouse a été acquittée sur ce chef d'accusation, alors que c'était un procès dans lequel il était lié. Donc si on a pu acquitter Simone Barbeau pour ce chef d'accusation, moi je ne vois pas pourquoi on n'acquitterait pas... On l'a pas encore quitté pour le moment. Oui, je dis bien que si on l'a fait pour Simone Barbeau, je ne vois pas pourquoi on ne l'acquitterait pas pour Laurent Barbeau. Maintenant, pour revenir au fait qui semble grave, et que moi je ne vois même pas où est la gravité, les crimes contre l'humanité dont on accuse Laurent Barbeau ne sont pas plus criminels ou plus graves que ce qui se passe actuellement en France avec les gilets jaunes, où vous entendez les victimes pratiquement tous les week-ends. Faut-il alors accuser ou bien condamner Emmanuel Macron sur le fait de crimes contre l'humanité? Et moi, c'est là mon problème. Moi, je dis, la Cour pénale internationale était une cour, même si monsieur Béguénou estime que c'est une cour de peine injustifiée. Ça, c'est une expression que j'apprends aujourd'hui. Même s'il faut peut-être considérer comme cela, je crois que finalement, il faut vous donner raison sur ce qualificatif-là, parce que finalement, c'est une cour à sens unique. C'est une cour uniquement orientée vers l'Afrique et vers les gouvernants africains. Mbombo Guebka, est-ce que les 7 années passées à La Haye, pour Laurent Gbagbo, la Cour s'est définitivement rendu compte qu'elle avait mal interprété l'histoire, comme le réclament les avocats de Gbagbo. Ils disent qu'il y a une déformation de l'histoire. C'est les termes des conseils de Gbagbo. Oui. Alors, ils veulent se rattraper, c'est quoi? Pourquoi ce discours prospère depuis décembre dernier? L'acquittement, la libération provisoire. Pourquoi ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait quelque chose qui n'était pas bien? Vous savez, quand Maître, je parle sous son contrôle, hein, lui qui est au tribunal tout le temps, est-ce que c'est normal de connaître le verdict d'une affaire en justice avant le temps? Et quand c'est fait comme ça, moi je pense que c'est plutôt un procès politique. Donc quand c'est politique, c'est orienté. On a des instructions qu'on doit suivre. Donc ce que moi je pense de cette affaire de Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale, c'est qu'on ne l'a pas arrêté parce qu'il y a eu des faits. Sinon, il ne serait pas seul là-bas, il serait avec Ouattara parce qu'ils devaient être jugés ensemble. Mais parce qu'on l'a pris seul, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un message, c'est une arrestation politique. Et maintenant, puisque ça évolue, en fonction de l'évolution, ils peuvent aussi réviser leur position. Donc, c'est cette position-là donc que nous constatons aujourd'hui que la Cour pénale voudrait le faire. Et nous souhaitons vivement que le 15 janvier 2019 soit une date remarquable pour nous, les panafricanistes. Ok. Je voulais évoquer, un problème, Maître, vous allez me comprendre. Ce que nous demandons aux républiques de nos États aujourd'hui, comme le geste de gilet jaune en France, c'est que les républiques semblent devenir les républiques de gouvernants. C'est-à-dire, les républiques travaillent pour les gouvernants, protègent les gouvernants. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au lieu de laisser, si nous voulons gérer nos chefs d'État, ils doivent rendre compte aux citoyens qui leur donnent le contrat social à gérer nos intérêts communs, à harmoniser nos intérêts individuels, pour que les miens ne s'opposent pas aux tiens au point que c'est le plus fort qui domine. De même, nous demanderons à nos États, à partir de la base, de quitter la CPI si on renforce la Constitution en ne pas déifiant les chefs d'État, en ne pas innocentant les chefs d'État, qu'ils fassent n'importe quoi, hein, ils partent libres, ils deviennent des sénateurs à vie, etc. etc. Mais c'est ça le problème. Vous posez un problème qui est un problème de droit, celui de la rédévabilité, c'est-à-dire ou de la reddition des comptes.
lorsque vous êtes un mandant, le peuple est un mandant et confie la tâche à un mandataire à travers un vote, ce mandataire a l'obligation de rendre compte, l'obligation de la redevabilité. Mais vous posez un problème et vous trouvez, je veux dire que, je ne veux pas détruire de manière contradictoire, il faut comprendre que la CPI existe pourquoi? Parce qu'effectivement, nos dirigeants se sont comportés comme des potentats. L'article 27 du statut de Rome dit que quel que soit votre État, que vous soyez président, chef d'État, chef de gouvernement, ministre, député, cela ne vous donne pas une immunité pour être poursuivi par la CPI. Or, ici, chez nous, regardons nos constitutions. L'immunité présidentielle, elle est là. Il y a eu ce débat au Cameroun lorsqu'il a fallu faire le code pénal récemment sur l'immunité des ministres et autres. À la CPI, il n'y a pas cette immunité. La deuxième chose, c'est que l'Afrique n'a jamais réussi à mettre en place un tribunal. On a jugé Hissène Habré à Dakar. Oui. Mais ce tribunal, qu'on appelle les chambres africaines, voilà. Donc, ce tribunal a été calqué sur le modèle de Cambodge et a été financé pas par l'Afrique, malheureusement, par l'Europe. On a même été incapable de financer notre propre tribunal pour un seul dossier. Alors, la question c'est de savoir, faut-il, parce que la CPI est dirigée par les Blancs, laisser tuer la CPI, ou jeter la CPI avec de l'eau de bain, et laisser donc qu'il y ait une impunité qui continue à s'installer en Afrique. Parce qu'il faut quand même noter que l'existence de la CPI est comme une sorte de paix de Damoclès qui pèse sur la tête de certains, pas seulement dirigeants, mais même les gens de la rébellion. Vous voyez ce qui s'est passé dernièrement en Centrafrique. Oui. On a arrêté il y a un qui était même député, qui a osé en pleine séance sortir une arme et commencer à tirer en l'air. On l'a arrêté et on l'a envoyé à la CPI. Je veux dire que c'est quand même un des garde-fous. Il ne faut pas le nier. Il y a quand même la CPI constituée de garde-fous pour nos présidents qui parfois se comportent en potentat. L'idéal serait que nous puissions avoir une autre justice à nous, une justice africaine. Mais je vous l'ai dit, si l'Afrique est incapable de financer l'Union africaine, le budget de l'Union africaine, qui soit incapable de construire le siège de l'Union africaine, et que ce soit la Chine qui finance, et que pour le budget, que ce soit l'Union européenne qui finance, est-ce que nous pourrons financer le tribunal? Premier problème. Deuxième problème qu'il faut noter, c'est que lorsque un citoyen d'un autre pays est jugé dans un autre pays, comme par exemple le Tchadien s'est retrouvé au Tchad, il y a un risque pour les Sénégalais, par exemple, au Tchad, d'être menacé, parce que si on condamne là-bas, on ne dira pas que c'est un tribunal, on appelle ça la Chambre africaine extraordinaire, que c'est un tribunal international qui est en train de juger, mais on dira que c'est le Sénégal qui a accepté d'abriter ce tribunal, dont les Sénégalais sont considérés comme des ennemis, des partisans de Hissène Habré. Vous voyez cette difficulté qu'il y a. Donc, pour cette raison que vous voyez également, très régulièrement, même pour les signatures des protocoles, des accords, comme là, vous avez vu, vous avez parlé de Marcoussi. Oui. C'est généralement en Europe. Même la RD Congo, dernièrement, les opposants sont partis en Belgique en Genève pour pouvoir signer les accords. Candidat unique de l'opposition. Voilà, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que nous, les Africains, nous devons prendre en main notre destin et cesser toujours de condamner les autres. Parce que si nous sommes capables de pouvoir construire notre siège, capables de pouvoir financer le budget de l'Union africaine, capable de pouvoir financer nos projets, on peut emprunter, mais que nous puissions toujours être à la remorque des autres. Et là, on leur disait, écoutez, nous, si nous voulons faire les élections, on vous tend la main, mais ne regardez pas si nos décisions sont bien faites ou pas, ça pose problème. Ok. Casimir Désiré-Tagné, les avocats de Laurent Koudou-Gbagbo parlent d'un homme âgé et fragile. Il a 73 ans. Est-ce que pour eux, pour vous également, vous pensez que politiquement, on peut s'attendre à quelque chose encore, si jamais il est... Je ne pense pas que les critères d'âge soient un critère, je parle là sous le... Est-ce que politiquement, Gbagbo est mort? Il peut encore se relever? Pourquoi pas? Il n'a que 73 ans. Hein. Oui. Il n'a que 73 ans par rapport à nos dirigeants camerounais. Au président algérien. Tous nos dirigeants qui sont dans les 80 et autres. Je ne crois pas que Laurent Gbagbo ne puisse plus être utile pour son pays et même pour l'Afrique. Mais dans tous les cas, je dis, ce 15 janvier est une date à retenir. Il faudrait que la CPI s'inscrive dans une logique acceptable
même si l'on pense que c'est parce que les Africains ne peuvent pas eux-mêmes créer une cour logique acceptable pour vous, c'est quoi? Il faudrait qu'elle rende un verdict juste, un verdict. C'est quoi? C'est l'acquittement? C'est l'acquittement. Oui. Puisque tout a été prouvé que il n'y a pas de preuves. On ne peut pas condamner sans preuve. Je regrette un peu sur cet aspect, je ne suis pas avocat, mais Maître Bliga semblait dire tout à l'heure que on peut ne pas avoir des preuves alors que le fait est là. Oui. Mais je regrette parce qu'au tribunal, on juge les preuves, on ne juge pas. Je suis entièrement d'accord avec vous par rapport à ça. On juge par rapport aux preuves. Or, tout a été démontré qu'on n'a pas pu apporter suffisamment de preuves pour condamner Laurent Gbagbo. Et c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que ce 15 janvier soit une date historique, pas seulement pour les Ivoiriens, hein, pour l'Afrique entière et même pour le monde entier. Il faudrait que la Cour pénale joue sa crédibilité à partir de là. Okay. Et vous allez voir que malgré que les Africains n'arrivent pas à se créer des instruments viables et efficaces, lorsque les Blancs, eux, ils en créent, on va toujours aller prendre un Africain pour diriger, et c'est toujours par la main de l'Afrique qu'on va condamner un Africain. Ça, c'est ce qui est sur tout le monde. Ça risque encore d'être le cas. D'ailleurs, ça a toujours été le cas avec cette Cour pénale internationale. Et j'espère qu'au moins demain, elle rendra un verdict qui fera date. Voilà, je vais vous lire ici quelques autres les conditions. Ça concerne... L'audience de demain concerne également Charles Blé Goudé, le ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo après l'élection présidentielle de décembre 2010. Pour lui, c'est encore plus dur, le procureur est encore plus sévère. Il dit que Blé Goudé devra se présenter non pas une fois comme Laurent Gbagbo, mais 2 fois aux autorités de son pays d'asile. Oui, par semaine. Et il sera soumis à un couvre-feu quotidien. C'est ça. De 23h à 3h du matin. Ouais. Une autre humiliation, c'est l'humiliation encore. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est ça que je dis. Avant même que Maître ne parle, il faut rappeler, et je voudrais qu'il donne une explication là-dessus, que l'instauration des bracelets électroniques en justice a été faite pour contrer les bandits de grand chemin. C'est pas pour le commun des mortels. Non, pas forcément. Non. Un président de la République à qui on va soumettre un bracelet électronique. C'est pour ça que il y a le GPS juste pour le terrain, non? L'objectif des bracelets électroniques, c'était de décongestionner les prisons. Oui, d'abord. C'est un peu comme on parle de peines alternatives, c'est-à-dire qu'au lieu que quelqu'un aille en prison, lorsqu'on estime que les faits qu'on a posés ne sont pas très graves ou bien que la personne est vers la fin de sa détention, on assouplit un peu ces conditions. C'est un peu comme ce qu'on appelle généralement, il y a parfois ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la résidence surveillée pour certains. En matière politique, on vous met là. C'est tout. C'est pas parce qu'on doit être un brigand de grand chemin. Non, on peut ne pas être brigand de grand chemin et être porter le bracelet électronique. La seule chose que je dis, c'est que la qualité de président de la République de Gbagbo ne devrait pas devrait pouvoir nous soustraire d'une telle humiliation. Pour moi, c'est une humiliation que Gbagbo soit là en train d'être content d'aller signer, d'aller se pointer chaque fois devant je sais pas quoi, un commissariat, où vous savez comment ça se passe, vous allez vous asseoir là, vous allez devoir attendre pendant 3-4 heures le temps de venir signer un document. C'est humiliant, c'est ce que je dis, mais je veux pas dire que c'est seulement les brigands à qui on met les bracelets, non. On les met... Pour dépasser ça, vous pensez qu'on... Moi, je pense qu'il faut qu'on la quitte. Oui. Parce que c'est un peu rétablir la balance. Oui. Ce sera la justice. Oui. Parce qu'il aura quand même passé 7 ans de privation de liberté, alors que ceux qui ont également posé des actes... vous aboutissez à cette conclusion. Je fais que le dire depuis. Parce que tout à l'heure, je l'ai dit toujours. Non. Je suis constant. Maître disait qu'il ne faut pas qu'on donne l'impression que n'a rien fait. Non, mais je dis que même s'il l'a fait, il a payé. Oui. Et je pense qu'il a suffisamment payé. C'est d'autant plus que du côté de Ouattara, ils n'ont rien. Voilà, c'est ça ce que je dis. Donc l'acquittement pourra faire oublier ça. Non seulement ça va régler le problème de l'humiliation,
c'est-à-dire de ces ports de bracelets et autres mesures contraignantes, mais également, ça donnera un peu, je veux dire, une certaine dignité au président, qui pourra rentrer, après d'avoir réglé son problème d'hypothèque de 20 ans de prison de Côte d'Ivoire, qui sera, je pense, également très vite réglé dans le cadre de l'apaisement, des mesures d'apaisement au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que ce sera la justice, en fait, que lui aussi soit dehors, qu'il continue, même qu'il rentre même dans le champ politique. Pourquoi pas, c'est son droit. Oui, vous parlez du champ politique, justement, parce que depuis le décès de Abdourahmane Sangaré, qui était vice-président par intérim du FPI, Gbagbo semble avoir repris, même depuis la haie, hein, c'est lui qui contrôle le FPI. Oui, mais... Même en prison. Dans tous les cas, il a toujours été le leader incontesté. Mais il y a eu l'épisode à Fingessan, ils sont même allés jusqu'au tribunal. Vous savez que la nature a horreur du vide. Au moment où Gbagbo était incarcéré, il était tout à fait normal que quelqu'un d'autre gère. Mais à Fingessan aussi, il a payé, il a été incarcéré. Bon, ce qu'on lui reproche, c'est son rapprochement avec Ouattara. C'est ça qui dérange un peu les purs et durs pro-Gbagbo. Dans tous les cas, on est dans une logique d'apaisement. Oui. Et dans la logique d'apaisement, il faut concéder certaines choses dans cet esprit-là. Oui. On ne peut pas toujours être en train de tirer sur une corde, même si elle est raide. On finira par la faire couper. Et ça n'aboutira à rien et ça n'avance personne. Et c'est pour ça que je suis heureux que Maître Biliga aboutisse à cette conclusion qu'il ne faut pas seulement la liberté provisoire à Laurent Gbagbo, parce que la liberté provisoire serait encore conditionnée de tout ce qu'on a dit là tout à l'heure. Il faut l'acquitter purement et simplement. Et ce serait justice. Et c'est pour cela que je dis la Cour pénale internationale joue son propre destin ce 15 janvier 2019. Sa crédibilité, vous voulez dire, la carte de sa crédibilité aux yeux des Africains. Non seulement des Africains, mais du monde. Puisque c'est les Africains qui se plaignent beaucoup. Oui, puisque vous l'avez dit vous-même. Je l'ai dit, puisque c'est les Africains qui sont toujours au centre de tous les procès au niveau de la CPI. Donc il faut que cette idée-là... Il faudrait que désormais, la CPI commence aussi à lorgner de l'autre côté. J'ai cité tout à l'heure l'exemple des gilets rouges en France, ou des gilets jaunes, pardon. J'ai cité cet exemple-là, et vous-même, vous voyez comment ça se passe. Je suis surpris. Et puis, vous avez vu que le fait des gilets jaunes est suffisamment grave pour que Emmanuel Macron décrète, si vous voulez, excusez du mot, pratiquement ce que nous on appelait la conférence nationale souveraine en Afrique, dans les années 90. Lui, il a dit qu'il veut un large débat. Et vous savez à quoi amener souvent les larges et grands débats. Lui, il demande un large débat pour son pays parce qu'il sait qu'il y a un problème réel et il faut trouver une solution à ce problème réel. Malheureusement, vous allez voir que la CPI ferme les yeux là-dessus. Ça ne lui dit absolument rien parce que ça ne concerne pas un pays africain. Mbambo Diepga, demain, s'il y a acquittement, qu'est-ce qui va se passer? Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui va se passer? Bonne question. Vous savez, Nelson Mandela est sorti de prison pour devenir président de la République. Oui. Et nous savons ce qui s'est passé dans des coulisses. Alors, demain, si Laurent Gbagbo... Mais seulement Mandela n'était pas président avant d'aller en prison. C'est un exemple que je prends au hasard. Il n'est pas interdit de présider un pays deux fois. Hein. Voilà. On peut avoir été président, aller en prison, rentrer et représider le même pays. Pourquoi pas? Alors, si demain Laurent Gbagbo est acquitté, ce qui fait peur, c'est l'exemple de Makouti, où le monsieur prend des engagements, il vient, il dit le contraire. Est-ce que les engagements qui peuvent être pris avant cet acquittement, parce que ça ne va pas se passer par hasard, il y aura sûrement des négociations, on va lui dire, on va t'acquitter, mais voici ce que tu feras. Mais ne nous fais plus ce que tu nous as fait avant. Or, il pourra dire, oui, je suis déjà vieux, je vais le faire. Dans ce cas-là, ce sera possible. Mais s'il ferme un œil en disant oui, on risque de ne pas l'acquitter, on risque plutôt de lui donner une liberté provisoire pour voir si jamais il s'est assagi. Voilà un peu la vision, l'analyse que moi je fais par rapport au verdict de demain. Donc, tout dépend de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il va dire, bon, maintenant je vais le laisser passer, j'ai compris, je ne ferai plus comme j'ai fait avant, et en ce moment-là, ça se passera bien. Mais si c'est pas ça,
attendons demain de voir. Bon, ce que vous ignorez, c'est qu'un homme politique ne fait pas la politique. Vous êtes politicien, vous êtes président du Banidem. Vous n'êtes pas là pour vous-même. Un homme politique ne fait pas la politique. Un homme politique à un niveau se retrouve prisonnier de son réseau. Et alors, si son réseau décide que c'est lui qui doit aller de l'avant, il n'a pas de choix. Donc, si le parti de Laurent Gbagbo, lorsqu'il est libéré, estime qu'il peut encore être utile pour son parti, lui, il n'aura pratiquement pas de choix. Il sera obligé d'aller dans le sens où le vent l'entraîne. Voilà. Ok. Maître Biliga, Laurent Gbagbo a quitté. Ça va faire bouger Abidjan. Hein. Ça, comme on l'a vu déjà le 14, on a annoncé, ça a bougé à Yopougon. Une chose est sûre. Un fief du FPI. Une chose est sûre, c'est que le président Laurent Gbagbo a encore une très grande cote de popularité en Côte d'Ivoire. Oui. Et même en Afrique, il ne faut pas le nier, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis que les présidents ont des difficultés ici, je n'avais jamais vu autant de mobilisation comme celle-là. Et beaucoup de sympathie même. C'est ça que je suis en train de dire. Il y a eu des gens qui partent de toute l'Europe pour aller au niveau du tribunal, au niveau de la Cour pénale internationale, pour pouvoir le soutenir. Et là, pour demain, il y a des mesures qui ont été prises. Hein. Il faut qu'il y ait des accréditations. Oui. Et vous devez écrire par mail à une structure, que ce soit journaliste, même les diplomates, le public, pour qu'on vous accepte. Vous n'aurez pas à filmer dans la salle, vous n'aurez pas. Il y a un certain nombre de conditions qui ont été prises pour que des mesures qui ont été prises pour que ça augure cela puisse être un happy end, c'est ça pour vous? Je peux pas m'aventurer. Pas tout à fait. Je peux pas m'aventurer. Voilà. Mais parce que ça peut également. Toutes ces conditions, on ne le fait pas pour rien. Non, peut-être on peut dire qu'on peut imaginer que si la décision est mauvaise, oui, les gens vont vouloir faire du boucan, vont vouloir faire un certain nombre de grabuges et pour les tenir à carreau, parce qu'on les identifie, hein, on leur a dit, vous venez, on vous identifie, votre nom, vos adresses, etc. Et on vous donne l'accord pour rentrer. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça me fait plutôt peur. Non, mais moi, ça me fait plutôt peur, parce que je me dis que si il n'y avait pas de crainte, parce que la crainte résiderait où? Ce serait une mauvaise décision. Si une décision pas en faveur de Gbagbo, si c'est une décision en faveur de Gbagbo, de quoi aurait-on peur? Pas du tout. Mais je pouvais, en me soutient comme juriste ou bien comme avocat, on peut mourir les gens aussi. Je voudrais me dire que, et là je m'écarte un peu de mon homme politique qui est à côté de moi, en disant que la justice est indépendante. Étant indépendante, personne ne peut savoir exactement quelle sera la décision, même ceux qui sont d'une manière administrative, administrent, c'est-à-dire les bâtiments, l'audience, il n'y a que des juges qui auront à prononcer la décision, qui la connaissent. Dès lors, on ne peut pas présager de la décision tout simplement sur la base des mesures prises avant. Okay. Maître, je crois que, avant que Denis ne parle, en une seconde, je crois que tout ce que Maître a déroulé là, les conditions d'accréditation pour assister au procès, la surveillance extrême maximale, prouvent qu'on a affaire à un grand procès, à un grand homme d'État qui est Laurent Gbagbo. Et ça prouve que Laurent Gbagbo a encore de la cote, il a encore une crédibilité, pas seulement en Côte d'Ivoire, même dans le monde entier, même en Afrique. Donc, Laurent Gbagbo peut redevenir un homme d'État influent en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas? Il n'a que quel âge? 73 ans. Il n'a que 73 ans. Parce que dans notre contexte camerounais, lorsqu'on a 73 ans, on est jeune. Hein? C'est pour ça que j'ai dit il n'a que 73 ans. Pas seulement camerounais. Même en Europe. Ah oui. Donc, pas seulement camerounais. C'est au-delà de 80 ans qu'on a des doutes. Si jamais demain Laurent Gbagbo est acquitté, la suite en Côte d'Ivoire serait quoi? J'entrevois un ouf de soulagement pour le président actuel. Comment ça? Qui va se décharger aussi des cailloux en libérant Gbagbo de sa condamnation, et il pourra ainsi décharger sa conscience de bien de choses. Et se réconcilier totalement avec les et je le vois comme Gbagbo l'avait fait lorsqu'il avait perdu sa maman. Je pense Gbagbo était allé au lieu de deuil, la maman de Ouattara. Je le vois
sans doute au domicile de Gbagbo, lui serrer la main. Donc, il faut que les hommes d'État, les hommes politiques sachent qu'ils travaillent pour le peuple. Et il y a même un détail, M. Begui. Guillaume Soro avait personnellement demandé des excuses à tous ceux qu'il aurait offensés en Côte d'Ivoire. Et donc, et vous savez que Guillaume Soro est dans le camp de Ouattara, puisque il est président de l'Assemblée nationale, c'est eux qui dirigent dans tous les cas la Côte d'Ivoire. Donc, c'est une occasion ultime de demander pardon, même à Laurent Gbagbo, au cas où il est libéré. Il y a donc dans la vie politique, comme dans la vie des hommes d'État, il y a des moments où les jours, les événements, les faits leur parlent quand ils sont seuls à seuls. Oui. Et il faut être courageux pour aller vers son adversaire et dire nous nous battions pas pour nos honneurs mais pour le pays. Ok, merci. Bonsoir Cédric Noufelet. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Lundi, dans un instant, le 20h. Au menu ce soir, Cédric. Ce soir, nous parlerons de ces hauts commis de l'État qui nous ont quittés. Jean Fumanaka, membre du Conseil constitutionnel, ancien conseiller juridique à la présidence de la République et pièce maîtresse du Conseil supérieur de la magistrature. Nous allons évoquer son portrait dans le journal de 20h. Et une affaire qui cristallise l'intérêt des Camerounais, c'est les circonstances du décès du préfet dans le département des Hauts-Plateaux, dans la région de l'Ouest. Dans quelles circonstances est-il décédé? Comment réagit sa famille? Vous suivrez son épouse qui envisage l'autopsie après le décès du préfet du département des Hauts-Plateaux. Et nous évoquerons également dans ce journal comment Bafang bouillonne après la mise en détention provisoire de son maire Pierre Kwemo. Quelles sont les raisons de ces manifestations observées depuis déjà 2 jours à Bafang? Qu'exigent ces populations? Dans quel état se trouve le maire de Bafang en détention provisoire? Quels sont les faits qui lui sont reprochés? Élément de réponse à suivre dans quelques instants. Serge Alain. Voilà, merci Cédric Noufelet. Développement de tous ces titres, c'est dans le 20h que vous allez présenter, Cédric. Et quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite à la pause journal.